oui, c'est là, ça y est, je m'en souviens. Bien, bonjour messieurs, dames, merci d'être venus ce soir pour cette projection de table ronde dans le cadre qui est organisé dans le cadre des Jeudis d'écologie qui est organisé par les GNE, l'Association journaliste nature environnement. Voilà, ce soir le thème, c'est un thème sur l'éducation. Voilà, c'est la question qui est posée dans cette réunion, c'est quelle éducation pour un monde en transition écologique. Voilà. Sachant qu'on travaille la transition écologique, on travaille sur l'énergie, on travaille sur le déplacement, on travaille sur l'alimentation, on travaille pas que sur l'alimentation, sur l'éducation. Or, sans éducation, on ne pourra pas arriver aux objectifs, en tout cas ceux qui sont donnés dans la transition écologique. Alors, quelle éducation? Alors, c'est une éducation avec l'axe de notre travail. Ça fait 10 ans que je travaille. Moi, je me présente, je m'appelle Frédéric Lénard, je suis réalisateur, ancien prof de biologie. Et voilà, ça fait 10 ans que je travaille sur. Moi, j'ai 3 passions dans la vie, c'est la nature, l'éducation et l'image. Voilà. Et donc, j'ai réuni ces 3 fragments de moi, 3 axes là, en réalisant des films et des projets sur l'éducation en lien avec la nature dans une perspective de la transition, des enjeux de la transition écologique. Voilà. C'est le 3e, là vous allez ce soir voir le 3e film que j'ai réalisé qui vient de sortir, qui n'est pas encore sorti, qui sort juste maintenant, presque en avant-première, il n'est pas sorti encore. Et l'idée, c'est de développer, c'est amener les enfants à être des adultes qui ont des comportements en cohérence avec les enjeux de la transition écologique, c'est leur permettre de retrouver un lien avec la Terre. Voilà. Et c'est le sujet de ce soir. Donc on va présenter le film qui s'appelle Dans la trame du vivant. Et puis après on aura deux acteurs qui seront avec moi, et puis une 3e personne qui sera en visio pour discuter, pour faire un petit échange entre nous. Voilà. Que vous dire d'autre Et il y a des étudiants de l'école journalistique. Bientôt nous présenter un petit projet après le film, c'est ça? Donc le film il dure 60 minutes. Hein, après il y aura des étudiants qui vont présenter un projet sans lien avec le thème du film et de la travail. Voilà. Alors ce film, en 2 mots, c'est une école d'été qui a été réalisée, qui a été organisée en juillet de l'année dernière sur les plateaux de village. On a réuni des universitaires, des étudiants, des doctorants et des éducateurs nature, des artistes, des psychologues. Et on a réfléchi ensemble dans une recherche qualitative pour savoir comment on pourrait organiser aujourd'hui les enseignements dans la transition écologique. Voilà, c'est un film qui est plutôt destiné à un public d'éducateurs et d'étudiants. Enfin, je dis ça marche pour ça. Ok, c'est bon? Isabelle, c'est bon? Antoine, je lance le film? Ouais. Je lance. Ça va.
fait un livre qui s'appelle La forêt française en ébullition, récit d'une course contre la montre face à la crise climatique. Et en fait, c'était très intéressant de voir le film avant de prendre la parole, parce que je vais commencer par vous lire ce que l'une des élèves étudiantes, qui est désormais tout à fait journaliste professionnelle, mais qui ne pouvait pas être là, a écrit pour ce moment. Donc, les chênes, ce sont les arbres de l'enfance, ceux des forêts magiques, pleines de mystères et de légendes. Ce sont eux qui ont servi à construire les navires de la flotte royale, à édifier des charpentes des cathédrales, à confectionner les tonneaux des meilleurs crus français. Alors, quand j'ai commencé à enquêter et réaliser que ces vieux sages étaient menacés, j'ai eu la même impression que les enfants qui, en grandissant, se rendent compte que leurs parents ne seront pas éternels. Il y a eu quelque chose de vertigineux à réaliser alors que je me trouvais dans l'une des plus grandes chênaie de France, que j'allais peut-être enterrer tous ces géants centenaires. En posant ma main sur leur écorce rugueuse, j'ai été très troublée en réalisant qu'en dessous, des centaines d'insectes s'affairaient à les dévorer de l'intérieur. Mener cette enquête a complètement transformé mon regard sur la forêt. Maintenant, quand je vois un arbre, je réalise qu'il ne suffit pas qu'il soit debout pour être en bonne santé. Le changement climatique va plus loin que les terribles incendies qui chaque année réduisent en sang des milliers d'hectares. Les menaces sont plurielles et parfois minuscules, à l'image de ces insectes de quelques millimètres. J'ai réalisé que le temps était compté et que la préservation des forêts serait une des priorités dans les années à venir. Voilà, donc c'est Clémentine qui a fait un des chapitres, il y en a 6, de ce livre. Zoé va vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ce livre. Et moi, en tant qu'enseignante, en fait, donc ce travail a duré 5 mois à peu près, 3 mois, 4 mois. Et en fait, ce que j'en retiens, d'abord c'était expérimental, parce que c'est la première fois qu'on a fait ça. Ça fait longtemps que je bosse sur les questions climatiques, les COP, mais là, on s'est dit, on va prendre un sujet, puis on va remonter un peu le fil. Et l'idée, c'était de faire apparaître en fait un nouveau paysage de la forêt. Personne ne connaissait la forêt, ni moi, ni ce groupe d'étudiants. Et donc, on a commencé par faire apparaître le paysage des acteurs de la forêt. Et ensuite, on s'est dit, tiens, sur le climat, s'il y a une chose à regarder, tiens, c'est par là qu'il faut enquêter, c'est par là qu'il faut enquêter. Et ensuite, il y a eu l'enquête un peu de compréhension du système, donc les systèmes, les interdépendances. Et ensuite, il y a eu le terrain pour chacun et chacune des 6. Et pour moi, en tant qu'enseignante, et j'ai beaucoup aimé les mots et noté beaucoup de mots de ce documentaire, l'émerveillement, c'est-à-dire mon émerveillement d'enseignante, c'était de voir leur émerveillement à découvrir ce monde, à parler ensemble, parce que c'était un travail collectif. Il y avait une newsroom forêt sous les toits de l'école, donc une salle qui était devenue vraiment notre foyer avec des dessins, des choses qui apparaissaient au fil des séances, et donc une joie immense à les voir en fait s'emparer d'un univers qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils me faisaient découvrir en retour, et un deuil en même temps, puisque ce travail, au fond, racontait à quel point cette forêt, par le cumul des 6 risques analysés, était en danger de mort. Donc voilà, donc le sensible a été très présent, et je rajoute une dimension plus personnelle. À ce moment-là, ma mère allait très mal, et donc je vivais à la fois la grâce de les retrouver comme une joie, et en même temps, je sentais que la vie, la mort, c'était quelque chose d'extrêmement complexe. Voilà. Je passe la parole donc à Zoé pour commencer, puis tu nous décris ce que tu veux. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir invités pour vous présenter notre travail, donc pour vous en dire un peu plus concrètement sur le livre donc, qui est sorti en juin. Donc, comme Anne l'a dit, il a été écrit l'année dernière à la fin de nos études à l'école de journalisme à Dauphine. Et donc on était 6 étudiants, et donc c'est pour ça que dans ce livre il y a 6 chapitres où chacun a travaillé sur un pan
de la forêt française face au changement climatique. Donc que ce soit les dangers auxquels la forêt française fait face, parce qu'il n'y a pas seulement les incendies d'été, il y a plein d'autres dangers qu'en fait on ne connaît pas. Mais aussi, ce qui nous a beaucoup surpris aussi, et ce qu'on a beaucoup aimé raconter dans ce livre, c'est la mobilisation des acteurs de la forêt, de tous les scientifiques, de tous les techniciens forestiers, enfin de tous les métiers possibles de la forêt, qui se mobilisent déjà parce qu'eux, ils sont hyper conscients de ce que va devenir la forêt et des défis auxquels elle fait face. Et donc, dans ce livre, on raconte aussi comment est-ce qu'eux se mobilisent déjà pour sauver la forêt, ou si ce n'est pas la sauver, la transformer et permettre qu'elle s'adapte à des températures qui seront plus chaudes dans les années à venir, enfin, qui sont déjà plus chaudes qu'avant. Et donc c'est pour ça que le thème de ce soir autour de la sensibilité à la nature et l'éducation à la nature nous a énormément parlé et nous a évoqué beaucoup de choses dans notre travail, parce que certes on était tous sensibles au réchauffement climatique, on savait tous que, voilà, on sait tous que les températures se réchauffent, enfin, on se doute bien que les arbres sont en danger, mais en fait en travaillant dessus pendant 6 mois, on découvre une infinité de choses sur la forêt, et quelque chose qui est tout bête par exemple, mais en fait dès le début on a compris qu'une forêt c'est pas que des arbres, et c'est très très bête à dire, mais quand on demande aux gens, si on demande aux gens lambda dans la rue, on va se dire bah c'est juste des arbres. Non, en fait il y a tout un écosystème qu'on ne connaît pas forcément, qui est juste en fait hyper logique, parce qu'en fait on se doute bien qu'il y a des micro-organismes, des végétaux, etc. qui vivent dans la forêt. Mais avoir ces connaissances sur qui vit dans la forêt, qui fait quoi dans une forêt, ça nous a permis vraiment d'être beaucoup plus éveillés à la nature, puisqu'on la comprenait mieux. Donc c'est aussi avoir accumulé toutes ces connaissances qui nous ont permis d'être beaucoup plus sensibles à la nature. Et comme aussi on a vu dans le documentaire, les ateliers théoriques, ça nous permet aussi d'être plus sensibles après quand on va en forêt. Pour vous parler juste rapidement de l'enquête dont moi je me suis occupée, c'est une enquête qui est un peu particulière dans le livre, puisque c'est pas une enquête qui se passe dans les forêts telles qu'on les conçoit dans notre esprit, mais moi j'ai voulu parler des forêts urbaines. Vous en avez peut-être entendu parler à Paris, mais donc les forêts que les élus essayent de planter à Paris, notamment place de Cadaverne dans le 14e pour ceux qui connaissent. Voilà, des endroits, des places, etc., dans lesquelles on essaie de faire planter énormément d'arbres pour végétaliser la ville et recréer un semblant de biodiversité en ville. Et donc, je pense que c'est aussi hyper important du coup d'être sensibilisé et d'être éduqué à ce qu'est la nature en ville, à la disparition de la biodiversité en ville, et aussi au rôle politique et parfois un peu électoraliste qu'a la nature en ville pour les élus politiques dans toutes les grandes villes françaises en fait. Voilà, donc c'est avoir toutes ces nouvelles connaissances sur la nature dans plein d'aspects différents qui moi personnellement m'a marqué pour être beaucoup plus éveillé à la nature, parce qu'en fait si on ne connaît pas vraiment la forêt, ben, en fait on peut pas s'y intéresser vraiment si on n'a pas un minimum de connaissances qui va plus loin que juste un arbre, c'est un tronc et des feuilles quoi. En fait ça va beaucoup plus loin que ça pour être beaucoup plus éveillé à la nature. Je peux laisser la parole à Solène pour qu'elle vous parle un peu de son enquête aussi. Bonjour, bonsoir. Alors, je me lève. Je m'excuse aussi pour les éternuements, et il se trouve que la saison des rhumes a commencé pour moi. Je suis très contente d'être avec vous ce soir et je vous remercie encore pour l'invitation. Alors, de mon côté, j'ai fait du journalisme pour couvrir la transition écologique, donc ça fait quand même longtemps que je m'intéressais en particulier à ces sujets-là. Ça fait que quand on m'a dit forêt, je connaissais la place de la forêt, par exemple, dans les calculs carbone, dans la planification écologique, etc. Mais je m'étais jamais penchée sur la forêt en tant que telle, et ce qu'on a fait dans ce travail, c'était vraiment partir de la forêt elle-même, et comme l'a dit Zoé, on s'est posé la question de ce que c'est qu'une forêt, tout simplement. Et pour moi, la première image qui vient, c'est la forêt de Chantilly, que vous connaissez peut-être, parce qu'il se trouve que mon père est de Chantilly, donc c'est là que je vais depuis petite. Et plus on se penchait sur le sujet, plus je me rendais compte que ce qui était ma forêt par excellence, et donc la nature par excellence, elle est très largement une forêt de plantation qui est semi-naturelle et encore très façonnée par l'homme. C'est une forêt domaniale tirée au cordeau avec des grandes allées pour faire passer les chevaux.
Et aujourd'hui, c'est aussi un laboratoire de l'adaptation au changement climatique, puisqu'il y a pas mal de projets scientifiques et de l'ONF dans cette forêt pour essayer de retarder son dépérissement, si possible de l'empêcher. Donc déjà, ça m'a reposé cette question de finalement la forêt, peut-être que tu sais pas ce que c'est, peut-être que tu as encore énormément à apprendre. Et pour moi, la sensibilité à la forêt est beaucoup passée par l'apprentissage du vocabulaire. Et j'ai été surprise, mais agréablement surprise de découvrir cet atelier de linguistique dans le documentaire, puisque dans mes premiers entretiens avec mes premiers interlocuteurs, j'avais un peu de mal à les suivre parce qu'il y a plein de mots que je connaissais pas. Et c'était alors les résineux, les feuillus, les futaies, les taillis, la litière, le houppier, les grumes, et en plus je suis très sensible aux mots tout simplement, donc à chaque fois je prenais ce nouveau mot comme une nouvelle perle, je me disais qu'est-ce qui décrit celui-là, comme à l'école primaire où on apprend des listes de mots qui décrivent des réalités qu'on ne connaît pas forcément. Et les différentes essences, et puis l'ambiance forestière qui est un de mes préférés, parce qu'on me disait on va perdre l'ambiance forestière. Moi je disais mais qu'est-ce que ça désigne exactement? Et donc ce vocabulaire qui leur était évident, instinctif pour des forestiers, je l'ai appris aussi, et en m'appropriant les mots, j'ai eu l'impression de m'approprier un peu plus leur sensibilité. Et je pense qu'une bonne partie du travail, c'était pas seulement développer ma sensibilité à moi, c'était m'ouvrir à celle de ceux dont la forêt c'est le métier, qui la connaissent depuis beaucoup plus longtemps, et d'être capable de percevoir la façon dont eux perçoivent la forêt. Et c'est vraiment... Je tourne la page. Et pour moi, c'est pas seulement ma sensibilité qui compte dans ce travail-là, c'était rencontrer la sensibilité des autres. Et à ce titre, le deuxième chapitre que vous découvrirez si vous lisez le livre, c'est celui de Joséphine qui est allée rencontrer des propriétaires de forêt qui se forment pour essayer de repenser la gestion de leurs parcelles face au changement climatique. Des gens qui ne sont pas forcément forestiers, qui ont hérité d'une parcelle ici ou là, mais qui ont un attachement émotionnel très fort à ce qu'ils appellent leur forêt, mais avec énormément d'humilité, parce qu'en fait ils savent qu'on leur a passé, qu'ils la passeront ensuite, et que c'est avant tout une forêt dont il se trouve qu'ils ont la responsabilité pour un petit temps à l'échelle forestière. Et donc je trouve que c'est peut-être un des chapitres les plus sensibles qu'on a écrit, justement parce que c'est aller à la rencontre de l'histoire que chaque personne a avec la forêt et ce qu'elle représente pour eux. Voilà, et alors moi le chapitre dont je me suis occupée personnellement parle plutôt du bois. J'ai travaillé sur la demande en bois qui est à la fois une demande en bois historique pour le papier, les meubles, la construction, etc., et une demande qui est en train de s'intensifier pour le secteur de l'énergie. Parce qu'on veut faire des chaufferies, on veut faire des biocarburants, des biogaz, énormément de choses qui demandent de la matière, et il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui aimeraient trouver cette matière dans nos forêts. Donc, alors c'est une enquête qui m'a passionnée, mais voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est surtout que donc, je me suis demandé ce qu'on allait faire du bois et ce que cette demande de bois faisait à nos forêts. Et ça a construit un fil de sensibilité chez moi qui se manifeste par un changement de regard sur tout ce qui est en bois. Et j'habite certes en ville, mais j'ai des meubles, j'ai des étagères, j'ai des allumettes, j'ai des cagettes. Et maintenant, dans tout ce que je manipule de bois au quotidien, dans les bûches de cheminée aussi, qui sont, alors pas chez moi à Paris, mais chez ma famille cette fois, je me pose la question de ce bois-là, quelle est son histoire à cette bûche en particulier, d'où il vient, de quelle forêt il vient. Et je pense que c'est
réflexe de rembobinage, de rembobiner le parcours pour se demander quelle est l'origine, c'est peut-être ce que je vais garder de plus, le plus fortement de ce travail. Et il y a une personne, je ne sais plus qui, dans le documentaire qui parlait d'élargissement de l'attention. Donc je l'ai noté parce que c'est vraiment une expression qui m'a parlé et j'ai l'impression d'avoir justement élargi mon attention à la forêt et à tout ce qui autour de nous vient de la forêt, d'autant que ici bon, c'est du parquet, c'est des très beaux meubles en bois qui viennent sûrement de forêts beaucoup plus vieilles que moi, et donc je pense que j'ai une sensibilité à la forêt et au bois qui dépasse très largement le cadre de ma propre enquête, qui donc se concentre sur la demande de l'énergie et comment les différentes filières s'organisent entre elles. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais appeler François et Hélène. Et nous avons en visio Sabine Muster. Je ne sais pas si tu nous entends, Sabine. Je suis accompagné de Hélène Bourris et François Lasserre, donc, qui vont m'accompagner dans cette table ronde. L'idée, c'est voilà, par rapport à ce que vous avez dit et par rapport à ce que vous avez fait dans votre école de journalisme sur le bois, nous, on développe l'idée que pour ramener l'enfant à avoir des comportements éco-citoyens ou citoyens, c'est important de l'amener dans la nature et surtout avec une approche qu'on appelle sensible, c'est-à-dire avec une approche qui développe la sensorialité. Alors, pourquoi ? Pour développer un rapport plutôt affectif avec la nature, parce que Cousteau dit, c'est comme ça que j'ai commencé mon film, on protège ce qu'on aime, et pour ça il faut, ça marche, ça part aussi de l'émerveillement, et cet émerveillement, il arrive aussi par cette approche sensible. Voilà, donc pour définir l'approche sensible, je vais demander à Hélène de nous dire quelques mots. Voilà comment on peut développer une approche sensible de la nature dans la pédagogie de la relation à la nature. Merci, bonsoir. Je m'appelle Hélène Bourris-Bois, je suis psychopédagogue et je suis docteur en sciences de l'éducation et directrice d'un laboratoire de recherche sur la psychopédagogie de la perception. J'ai participé avec Frédéric Plénard à son deuxième film qui s'appelait Le Grand Secret du Lien, et j'ai mené en fait une recherche scientifique sur justement en quoi le rapport sensible avec la nature pouvait être un élément qui permette chez les jeunes qui faisaient partie de l'expérience de développer des changements d'attitude et peut-être des comportements éco-citoyens. Donc il s'agissait à l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un groupe de 50 enfants de 5 régions différentes qui ont été accompagnés pendant 25 jours sur des temps extrascolaires dans la nature durant toute l'année et qui ont rempli des journaux d'expérience dont j'ai recueilli les témoignages et dont j'ai fait l'analyse. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a un mémoire de recherche qui est en accès libre sur le site du CERAP, cerap.org. Et puis, il y a eu un article scientifique qui a été publié dans Théma, qui est une revue du ministère de la Transition écologique, qui donne les résultats donc raccourcis par rapport au mémoire de recherche qui fait 90 pages. L'article, il doit en faire une dizaine. Voilà. Alors, justement, le sensible. De quoi parle-t-on quand on parle du sensible ? Si vous posez la question aux personnes dans la rue, le plus souvent elles vous diront sensible, c'est la sensibilité, c'est les hypersensibles, c'est la vulnérabilité. Et donc le sensible n'a pas forcément bonne presse. Hein ? Alors le sensible, en fait, ça a à la fois des contours théoriques, ça a à la fois des contours physiologiques, ça a aussi des contours pratiques. Et c'est important de les connaître pour établir, pour créer une pédagogie qui soit en cohérence avec ce qu'est le sensible, qui est en général plus étendu que simplement ce qu'on en dit.
Donc, d'un premier point de vue, je dirais que en philosophie, le sensible, c'est l'objet sensible, c'est-à-dire ce que je peux percevoir. Donc, une chaise est sensible parce que je peux la voir. Un arbre, le vent, je peux les sentir avec mes sens. D'accord? Donc, d'abord, le sensible, c'est l'objet. Alors, le deuxième élément, on en a parlé dans le film, le sensible, c'est un système. Et ce système, il va comprendre différents éléments. Donc, le sensible, c'est lié aux organes des sens. Les 5 sens, le toucher, l'audition, l'olfaction, le goût, l'odorat, sont les 5 sens. Et ce qui est important, c'est que les 5 sens vous permettent de percevoir le monde et de créer des représentations. Si vous n'aviez pas vos sens, vous ne seriez pas capable de créer vos représentations. Donc ça, c'est un premier élément, et on peut dire une première définition du sensible. On va dire ce sont toutes les impressions et les représentations qui sont en lien avec les sens. D'accord ? Mais les sens, c'est pas seulement les sens extéroceptifs qui sont tournés vers l'extérieur et qui captent l'extérieur. Les sens, c'est aussi les sens à l'intérieur du corps qui vous permettent de capter votre milieu intérieur, votre ambiance intérieure. Alors techniquement, ça s'appelle l'interoception, ça s'appelle la proprioception, qui permettent de se capter soi. Mais plus encore, et c'est là que c'est intéressant par rapport au sens extéroceptif, c'est que si vous n'aviez pas cette captation à l'intérieur de vous, eh bien, vous seriez incapable de savoir que c'est vous qui percevez. Donc, ces sens vous permettent d'être le propriétaire de ce que vous captez. Donc, quand on dit les impressions et les représentations qui sont issues des sens, c'est issu des sens extéroceptifs et issu de l'interoception. Et l'interoception vous permet de ressentir ce que vous voyez, ce que vous écoutez, ce que vous goûtez, donc de ressentir vos sensations. Vous voyez la nuance, hein. On peut dire que les sens, ça va être juste quelque chose de très objectif. Ressentir, ça va être quelque chose de plus incarné, plus organique. Et ce ressenti est à la base de la construction de votre identité et de votre sentiment d'existence et d'exister. D'accord ? Alors, un troisième élément de définition, un autre élément de définition, c'est que le sensible, c'est la faculté de sentir consciemment. D'accord ? Le premier, c'était la faculté d'avoir des impressions et de se les représenter, mais grâce à l'interoception, vous prenez conscience de ce que vous percevez et vous prenez conscience d'une manière organique et incarnée. D'accord ? Alors, ce qui est important, c'est que donc, dans l'éducation à la nature, on ne va pas nécessairement éduquer les sens, parce que les sens, ils captent ce qu'ils peuvent capter, mais on va éduquer les rapports. Donc, par exemple, l'écoute, on ne va pas donner plus d'acuité aux enfants, ou aux adultes, mais on va leur permettre de se spatialiser, d'entendre un bruit qui est positif, qui est proche, qui est loin, de discriminer différents bruits, de ceux qui sont agréables, nourrissants, de ceux qui vous font du bien, de ceux qui vous font du mal, et du sens qu'a le bruit. Un camion qui arrive sur vous, c'est pas la même chose que le vent dans les feuilles qui caresse votre visage. Okay ? Et donc, le deuxième élément d'éducation, c'est d'éduquer la conscience. Donc la discrimination, la reconnaissance des choses, mais vous voyez, par la perception. On peut apprendre par la connaissance, l'éducation, on peut aussi apprendre par l'immersion et puis donc par l'éveil de ces sensations. Et ce qui est très important, c'est qu'il existe une unité entre le corps et l'esprit. Ça veut dire que tout ce que vous sentez avec vos sens extéroceptifs, donc la peau, etc., ou avec vos sens interoceptifs, votre cerveau le capte. D'accord ? Et en même temps, votre cerveau, votre disposition cérébrale va faire que vous êtes plus ou moins présent, attentif à percevoir les choses. Donc, vous pouvez ouvrir votre esprit pour capter ou le fermer. D'accord ? Par exemple, si vous travaillez dans un open space où il y a beaucoup de bruit, à un moment donné, il y a un refermement de protection
qui fait qu'il y a une désensibilisation du corps pour ne pas souffrir des éléments que vous percevez. Donc le sensible, c'est à la fois une fonction, une faculté, mais elle peut être modulée, elle peut être amplifiée, mais elle peut être aussi atténuée, et je dirais que ça fait partie aussi du vivant. Il peut y avoir aussi une détérioration du sensible, hein, détérioration du rapport, détérioration de la conscience, pour des tas de raisons, comme vous en avez trouvé, les 6 raisons que vous avez évoquées, et je suis curieuse de connaître, de la détérioration de la nature. Donc ça, jusque-là, vous me suivez, je pense. Mais après, dans le sensible, il y a un autre élément qui est très important, c'est la notion d'éprouver. Et là, il y a quelque chose qui est presque plus émotionnel, mais qui va, si vous voulez, dans le sentiment intérieur, vous avez des sensations qui sont de l'ordre des émotions, qui sont de l'ordre des sentiments, qui sont de l'ordre des états d'âme, et qui sont aussi plus ou moins, vous voyez, vous pouvez avoir une émotion sans que votre cerveau ait reconnu de quoi il s'agit, et vous avez une réaction émotionnelle qui est non traitée de façon consciente. Et puis vous avez un traitement conscient des émotions. Le sentiment que vous avez de vos émotions, ça c'est traité cérébralement, il y a plus de conscience. Mais vous pouvez avoir des états d'âme, vous pouvez avoir une empathie, vous pouvez avoir une bienveillance. Vous voyez, et tous ces éléments-là sont en lien avec ce que vous sentez, comment votre cerveau traite ça, qu'est-ce que vous faites de ça. Et donc l'éprouver, c'est la capacité de ressentir à l'intérieur de soi toutes les tonalités internes, de les vivre et de les éprouver au niveau de votre réflexion, c'est-à-dire de donner une signification aux expériences vécues corporellement. Et donc dans les expériences, il y a une capacité à vivre même le contact avec la beauté du vivant que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui peut être amplifié par ce que vous voyez, mais en même temps, plus vous avez un état intérieur d'ouverture et de bonheur, plus vous avez aussi une capacité à être émerveillé par les choses extérieures. Donc quand on parlait d'un système qui est en interaction, vous voyez que à la fois il y a une faculté, cette faculté elle va être minorée ou majorée, et l'environnement va être un élément majorant ou minorant, parce que dans la nature, il y a aussi des phénomènes qui peuvent faire peur et qui peuvent refermer. Et donc, l'éducation, en fait, on peut se poser la question, l'éducation, elle peut être à la fois une éducation par l'immersion, ça c'est ce qui a été proposé, l'immersion accompagnée, qui va permettre de réfléchir sur les expériences qu'on vit, le rapport à la nature, mais on pourrait aussi imaginer une éducation au sensible et à l'intériorité qui n'a pas besoin de la nature, qui peut être un contact avec la nature humaine. Parce que on souffre aujourd'hui des altérations climatiques, mais on peut dire aussi que si d'un côté il y a un réchauffement climatique qui est délétère, on peut observer aussi que d'un autre côté il y a un problème de refroidissement de la chaleur humaine. Et donc, si on veut avoir cette sensibilité et mobiliser cette intelligence qui va nous mettre en mouvement tous pour protéger la nature, il faut aussi réveiller cette capacité sensible. Alors, j'ai entendu une phrase il n'y a pas longtemps que je vais vous dire parce que je trouve qu'elle m'a parlé, c'était « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Et c'est une phrase du poète Hölderlin, et je pense que c'est un élément intéressant aussi de, il y a une intelligence du vivant qui le pousse naturellement à sa préservation. Donc l'amibe, par exemple, qui n'a pas de cerveau, perçoit si l'environnement autour d'elle est positif ou négatif et peut s'adapter. Donc le vivant a la capacité, avant de connaître, d'être sensible et de réagir avec intelligence. Donc chez les animaux, on parle de sentience, quelque chose qui, entre le senti et la conscience, permet d'avoir des réactions adaptées, des formes de stratégie intelligente, mais c'est une conscience à minima. Nous, on a une conscience un petit peu plus développée, et dans notre corps, ce qui joue ce rôle, c'est l'homéostasie, qui permet l'adaptation, la régulation du milieu environnant. Et votre cerveau passe plus de temps
à vous garder en vie qu'à penser. Donc à réguler vos systèmes, à adapter le pH, à adapter la pression artérielle, le pouls, la respiration, à vous calmer quand vous êtes stressé, parce que le corps vit sa meilleure physiologie quand il est dans cet état de calme dont on parlait dans le film, quand on retrouve ce climat de paix intérieure. Et donc, ce qui est très important également dans cette préservation de la nature humaine, c'est aussi de préserver ce climat de paix intérieure. Et là, il y a, je dirais, une éducation qui est aussi urgente que celle de protéger le climat extérieur. Voilà, pour le sensible. Non, ça me fait penser à... et que je ne cesse d'essayer de rendre les personnes zen quand on va à la rencontre des animaux non humains, justement, et que en fait, ils sont pas dans cette paix intérieure quand ils croisent un frelon, une punaise, un serpent ou un crapaud. Et c'est pas facile, et on en passe beaucoup par là. Et avant d'être apaisé, et c'est vrai que du coup, j'aime bien les emmener à la rencontre de ces animaux non humains, parce qu'il y a un vrai stress, peut-être pas pour vous, je sais pas qui vous êtes, mais quand j'emmène des gens dehors, dans une forêt, n'importe où, eh bien j'ai toujours les mêmes questions, tout le monde stresse, tout le monde a peur, tout le monde... alors ça peut être sur les renards, ça peut être sur les serpents, sur les araignées, sur les limaces. Et à tel point que j'emmène souvent des gens dormir à la Belle Étoile, n'importe où, et ils viennent avec moi, et en fait le lendemain matin, ils se demandent même presque pourquoi ils sont venus avec moi, parce que c'est aussi simple que d'aller dehors, mais il leur fallait quelqu'un, quelqu'un qui les rende apaisés et qui va répondre à toutes leurs interrogations et tout leur stress. Et donc ce serait formidable que tout le monde ait cette théorie, mais c'est pas le cas avec le non-humain. Donc on peut même avoir peur de plantes ou de champignons peut-être, mais en tout cas plus les animaux. Du coup, moi, un de mes jobs, c'est de faire de la vulgarisation, de la sensibilisation, surtout aux animaux non humains, plus qu'aux végétaux ou aux autres. Et c'est vrai qu'il y a un stress absolument énorme pour plein de raisons. Et du coup, en revanche, là où je te rejoins, et j'aime bien ce que tu dis, c'est vrai qu'une fois qu'on est zen, décontracté du frelon, complètement relax de la guêpe, qu'on a oublié que les autres animaux, qu'effectivement on pouvait se balader et qu'il n'arrive rien, ben effectivement là il se passe quelque chose de nouveau pour ces personnes. C'est vraiment quelque chose de nouveau quand on a dépassé ses peurs. Et c'est pour ça que j'avais travaillé beaucoup sur le sujet des idées reçues depuis longtemps, parce que donc je suis plutôt branché insectes, et j'aurais adoré pouvoir leur parler de la vie des insectes, de tous les insectes, à quel point ils sont nombreux, à quel point ils sont partout, etc. Et en fait, il y a cette barrière du stress et de la culture ambiante qui fait que, avant de parler de comment je ne sais quel insecte vit ou grandit ou a des interactions avec telle plante, on a besoin de déconstruire pas mal d'idées reçues. Et je sais pourquoi, en partie, on a aussi peur de... Alors il y a François Terrasson qui parlait de notre peur de la nature, on a peur des bêtes, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On peut avoir peur d'humains et d'humaines que l'on ne connaît pas, hein, ça, vous le savez. Donc des non-humains, quand ça dépasse la barrière de l'espèce, on peut être encore plus stressé. Voilà, je voulais rebondir là-dessus sur le côté, c'est bien d'être apaisé. C'est vrai que une fois qu'on est apaisé, c'est vrai que ça change la vie. C'est vrai que ça change la vie des gens. Et ça, c'est vrai que montrer que tel insecte, telle araignée, il ne se passe rien, il ne va rien se passer, on va pouvoir dormir ou se balader tranquille, on passe à une autre dimension. Oui. Voilà, je voulais rebondir là-dessus, mais... Et donc voilà aussi pourquoi on adore en éducation à l'environnement, puisque je suis dans le monde un peu de ce qu'on appelle l'éducation à l'environnement.
jouer sur cette corde sensible, sur la sensibilité, les émotions, etc. Et c'est vrai aussi que quand on a une approche hyper rationnelle comme la mienne, très scientifique, on sait que les gens ont des émotions. Toutes les personnes qui vont dehors, dans la forêt, ont des émotions et on ne peut pas... la plupart des gens, la théorie ne leur suffit pas. Si on dit que les araignées sont inoffensives à n'importe qui, il y a très peu de personnes qui vont dire « Ok, banco, j'achète, c'est bon pour moi. C'est bon, je n'en aurai plus peur. » Il y a après toute une palette d'émotions, toute une gamme jusqu'à la névrose, et on est obligé d'en passer par là. Donc même quand on a une approche rationnelle, on sait qu'on est face à des personnes qui ont des émotions et qui sont complètement différentes d'une personne à une autre. Et voilà. Et donc en éducation à l'environnement, on essaye de proposer différentes approches pour essayer de plaire à tout le monde, puisque dans un public, si on a 20 personnes, 20 enfants, 20 adultes, peu importe, on a 20 sensibilités différentes. Et donc on va essayer de multiplier les approches. Merci. Est-ce que ça fonctionne avec Sabine, tu nous entends? Est-ce que tu peux nous parler de ton livre? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, maintenant, je t'entends. En fait, je crois que c'est parce que je suis mal placée Voilà. au niveau de votre D'accord. micro. Donc, est-ce que... D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des recherches que tu as fait par rapport à ton livre? Est-ce que tu peux venir un peu vers moi, vers l'ordinateur, le micro? Vers toi, je viens vers toi. Non, l'ordinateur. Et là, tu m'entends? Ah, trop bien, oui. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous parler, tu peux nous dire quelques mots des compilations, des recherches que tu as fait par rapport aux bienfaits de l'école dehors? Oui, alors, premièrement, je regrette de ne pas avoir entendu Hélène et François parce que ça m'aurait vraiment intéressé. J'ai entendu des bribes et puis je m'explique d'avance, peut-être je me répète par rapport à ce qu'elle a été dit ou si je suis peut-être un peu hors sujet, mais j'ai l'impression d'être plongée un peu dans un monologue. Bonsoir tout le monde, je suis. Vous êtes dans une bien plus jolie salle que moi. Moi, je suis dans ma chambre à Neuchâtel. Et puis, merci beaucoup Frédéric pour l'invitation, de me donner l'occasion de présenter un travail qui moi et mes collègues me tiennent à cœur. Donc, je parle de moi et mes collègues, c'est la Fondation Sylviva en Suisse, qui est un centre de compétences nationales pour tout ce qui est apprendre dehors, dans et par la nature. Ça fait 40 ans qu'on existe et puis qu'on forme en fait les gens qui veulent sortir avec d'autres publics dans la nature. Et peut-être la première chose que je peux dire, c'est que notre approche, notre méthodologie, c'est basé au début sur cette approche sensible, l'approche par les 5 sens, qui est pour nous une approche extrêmement valable pour entrer en fait l'apprentissage. Et je pense là, je répète ce qu'ont dit mes collègues, mais je pense que c'est tellement important que ça vaut la peine. Donc, Frédéric m'a demandé de parler d'un livre. Je ne sais pas, Frédéric, si tu l'as amené dans la salle, si tu en as un exemplaire. Oui, j'en ai quelques-uns dans la salle. Ok, ouais. Je vais voir si vous voyez, j'espère que vous voyez là, vous voyez. Les bienfaits de l'école à ciel ouvert, on a fait en fait c'est un livre qui, à la base, on a dit, il faut un livre pour les parents, pour les convaincre qu'ils doivent plus sortir avec leurs enfants dans la nature, pour qu'ils soient moins résistants contre les enseignants de faire l'enseignement en plein air. Et puis, on s'est dit, on veut leur montrer un peu, leur expliquer tous les bienfaits que peut avoir cette approche d'apprendre dans et par la nature et même sur sa propre nature. Donc, c'est un livre qui se compose en plusieurs chapitres, il y en a 4, et chaque fois dans chaque chapitre, on a réuni les études les plus récentes, ça fait quand même 30 ans qu'on fait de la recherche sur ce sujet, et les études les plus récentes et les plus valables aussi scientifiquement sur les bienfaits d'apprendre au contact de la nature. Et puis le premier chapitre, on a un peu réuni tous les bienfaits que
cette approche est là sur la santé physique et psychique, on parle de la réduction de stress, on parle de la réduction de surpoids, du mouvement. C'est vraiment intéressant, on a remarqué que quand on apprend dehors, que ne serait-ce que dans la cour d'école, en fait, on bouge déjà 2 fois plus sans s'en rendre compte. Et puis quand on est en forêt, dans un environnement un peu avec des obstacles, 3 fois plus. En fait, les enfants ils bougent sans qu'il y ait aucune intention derrière de la part de l'enseignant pour l'avenir. Donc il y a ce premier chapitre-là. Après, on a un deuxième chapitre qui est intitulé Apprendre et enseigner avec plaisir. Et là, non seulement les enfants, on parle de la motivation des enfants, d'une meilleure attention dehors, une meilleure concentration, mais on parle aussi de la sérénité plus grande auprès des enseignants. Et je crois que c'est important à l'heure actuelle aussi de montrer que cette pratique est vraiment amenée aussi un bien-être dehors aux professeurs et pas uniquement à l'élève. Et puis, chose intéressante, c'est que quand les enfants apprennent dans un milieu réel, dans un milieu naturel, leur motivation, elle augmente sur le moment, mais elle augmente aussi au cours de l'année scolaire. Donc, quand on prend par exemple un mix entre dedans dehors, à la fin de l'année, c'est des élèves qui sont plus motivés sur de long terme que les enfants qui ne sont pas sortis. Et ça, c'est particulièrement intéressant à l'heure actuelle où on a beaucoup de problèmes, notamment avec les adolescents qui décrochent de l'école, qui ne voient plus de sens à apprendre, qui ne comprennent pas pourquoi ils apprennent certaines choses. Et le fait de sortir et d'apprendre dans un lieu authentique leur redonne ce sens en fait du sujet qu'ils apprennent. Après, on a tout un chapitre aussi sur comment, en apprenant dehors au contact du monde naturel, comment développer les compétences du XXIe siècle. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont faites, notamment sur l'augmentation de la collaboration, de la communication. C'est des enfants qui sortent régulièrement, qui ont un vocabulaire beaucoup plus riche, parce qu'en fait, quand vous êtes dans une forêt, dans un environnement naturel, les éléments ils sont tellement riches que ça suscite le questionnement des enfants. Et je pense que ça va aussi dans cette approche sensible, c'est-à-dire qu'on observe, on se pose des questions, on a envie d'en savoir plus, on peut aller explorer par soi-même. Et puis quand l'enfant explore par lui-même, il va automatiquement le faire avec distinction. C'est inné. D'ailleurs, le bébé n'a pas la même approche du monde que nous. Lui, il va d'abord approcher beaucoup par le goût et par l'odeur, alors que nous, c'est vrai qu'on est beaucoup plus visuel et auditif. Et puis dehors, tout ça peut se retrouver en fait et vraiment favoriser l'apprentissage. Et puis le dernier chapitre qu'on a traité, je dirais que c'est le plus difficilement à prouver scientifiquement pour l'instant, parce que ça va sur le très long terme, c'est comment en fait cette connexion à la nature, elle peut effectivement développer un comportement favorable à la protection de la planète, à une gestion plus durable des ressources, à une envie aussi d'agir de manière plus éco-responsable. Effectivement, on voit que les enfants qui sont beaucoup au contact de la nature, c'est aussi des jeunes qui ont en fait déjà des opinions construites, des envies de protéger leur environnement, qui se sont concernés davantage au niveau de la planète. Donc on voit vraiment que non seulement ils ont un autre lien à l'environnement, mais ils ont aussi une envie d'agir en faveur de la protection. Voilà ce que je peux dire peut-être un peu sur les contenus du livre. Par rapport à l'approche sensible, on a plusieurs contenus dans ce livre, notamment on parle d'éco-formation, du concept d'éco-formation. On présente aussi un schéma d'une vision éco-centrée où l'homme est au milieu des autres êtres vivants à part égale et pas une vision anthropocentrée où il est au-dessus des autres et prend en fait des décisions pour tous.
Et puis, on parle aussi beaucoup de connexion à la nature, de l'importance parmi les jeunes tout petits. Les enfants, régulièrement, on parle de la nature parce qu'eux font le lien en fait de manière naturelle. Et tout ce qui s'ancre entre 0 et 4 ans, c'est extrêmement, Hélène m'a peut-être parlé, mais c'est extrêmement important parce qu'à cet âge-là, on fait vraiment ce lien et on développe cette appartenance et cette connexion à la nature de manière beaucoup plus intense que si on l'attend de se vivre quand on est plus. Et puis peut-être on parler. Ouais, et un truc, je vais peut-être vous parler d'une idée que moi je ne connaissais pas avant d'écrire ce livre, c'est l'amnésie environnementale. Je ne sais pas si vous en avez parlé de ce pas. Moi, ça m'a beaucoup touchée quand j'ai appris sur ce concept-là. En fait, l'amnésie environnementale, c'est on s'habitue à l'état actuel de notre monde et on oublie en fait qu'il a pu être différemment avant. Et du coup, les enfants qui naissent aujourd'hui, s'ils ne sortent pas, s'ils ne vont pas au contact de la nature, ils risquent en fait de s'habituer à un monde qui est leur, qui est plus intérieur, et d'oublier finalement l'importance de la biodiversité dehors, la diversité qui existe, etc. Je voulais juste finir un petit speech par une petite phrase autour de cette amnésie environnementale. Donc, c'est une phrase libre. Cette amnésie tient au manque de transmission de notre mémoire environnementale, selon Philippe Dubois, ornithologue et ingénieur écologue, mais tient aussi au fonctionnement de notre cerveau. À l'image d'un ordinateur, notre cerveau fait continuellement des mises à jour. Oui, là, c'est clair, on a récupéré. Comme ça. Voilà, tu m'entends, Donc là, il y a le documentaire, c'est la première fois que j'ai découvert ce genre d'atelier qui permet en fait de se connecter à la nature. Et globalement, c'est ça, de faire une sorte de... Pas s'approprier la nature, mais s'y connecter véritablement. Et c'est une question toute bête. Je me demandais, est-ce que vous savez si c'est quelque chose de répandu actuellement? Ah, faux. D'accord. C'est mieux comme ça? Et oui, est-ce que vous connaissez par exemple des associations ou bien des organisations qui organiseraient ce genre de stage? Et parce que ça m'a touché. J'ai trouvé que le documentaire était vraiment beau. Et je me rends compte que prendre part à une expérience comme ça, c'est un truc que j'aimerais bien. Donc voilà, je me demandais si il existe justement des stages ou autres pour essayer. Ça marche, ça marche. Il marche celui-là? Vous m'entendez? Mais oui. Oui? Oui. Bah, vous m'entendez parce que je parle comme ça. Alors oui, il y en a beaucoup. Alors des stages comme celui-là, non, ça ne court pas les rues. Mais des journées, des demi-journées, des week-ends, des semaines de découverte. On peut trouver ça dans les réseaux d'éducation à l'environnement, par exemple, les graines. Donc le réseau national s'appelle FREN, mieux. Et en région, il y a des graines. Donc les graines, c'est des têtes de réseau qui vous rassemblent toutes les structures qui font de l'éducation à l'environnement. Vous pouvez aussi trouver ça sur FNE, France Nature Environnement. Ça, c'est les associations dites de protection de la nature. Donc eux, ils sont plus dans la protection, moins dans la sensibilisation, mais parfois, il y a quand même des structures qui font la même chose. Mais oui, sur les sites des graines, par exemple, est-ce que toi, tu verrais autre chose, ce genre de choses où on est très, découverte des choses, où on mélange du naturalisme, là je vois, ou de l'art, comme ce que faisait Roland dans le film, où il ne peut pas s'empêcher de donner le nom d'un boulot, donc ça c'est son côté naturaliste, où il dit qu'il faut faire la différence entre telle espèce et telle espèce, là c'est vraiment le côté naturaliste. Et puis l'art, parce qu'il va faire des poèmes, par exemple, ou réciter des textes, ou toute autre chose, où on mélange toutes ces approches. Oui, c'est plutôt le monde de l'éducation à l'environnement. Donc il y a un graine en Île-de-France, si vous êtes en Île-de-France.
Et puis après, il y a parfois des structures régionales qui proposent des sorties. Alors c'est plutôt à la demi-journée de découverte de tout. En Île-de-France, il y a la région qui fait ça s'appelle Île-de-France Nature. C'est gratuit en plus. N'hésitez pas, Île-de-France Nature, le programme va sortir. C'est gratuit, il y a plein de sorties de ce type-là. Maintenant, des stages comme ça, c'est quand même un peu particulier. Voilà, je ne sais pas si vous avez des idées d'autres... Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je me demandais aussi, ça revient un peu à la question précédente, je me demandais si vous connaissiez un peu des cas concrets, par exemple en Île-de-France, parce que l'intervenante parlait, j'avais l'impression qu'elle parlait plutôt dans le milieu scolaire, et je voulais savoir comment s'opérer en Île-de-France l'éducation à la nature. Est-ce que ça existe déjà ? Est-ce que ce sont des classes qui partent à la journée ou dans ces stages dont vous parlez, ou est-ce qu'il y a des exemples vraiment où c'est intégré directement dans le programme ou choses comme ça? Est-ce que dans le cursus scolaire c'est pas facile de faire des classes dehors. Il y a un mouvement qui s'appelle classe dehors pour qu'on fasse la classe dehors et qu'on fasse un peu ce que font les gens des Européens du Nord plutôt. En revanche, toutes les structures d'éducation à l'environnement qui existent depuis... donc au début, ça s'appelait animation nature dans les années 70, maintenant plutôt éducation à l'environnement, mais comme ils adorent le mot nature, ils voudraient revenir avec un mot nature, donc on parle d'animateur ou d'animatrice nature. C'est des gens qui vont dans les écoles ou les écoles vont à eux. C'est les gens qui recevaient les classes nature, les classes vertes, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez eu ça. Vous avez eu ça en scolarité d'ailleurs. Souvent, vous vous retrouviez avec une structure d'éducation à l'environnement. Donc le format classique, c'est une demi-journée. La classe, parce que ça prend déjà un temps fou, il faut partir, il faut payer le quart. Tout ça coûte... c'est de l'organisation, il faut un quart et il faut payer l'association. Donc c'est souvent une demi-journée, mais parfois ces structures voient les écoles pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou tout au long de l'année avec un programme réparti sur l'année. Donc ça, vous les trouvez sur le site du Graine Île-de-France. Par exemple, c'est Graine comme une graine. Là, vous allez trouver toutes les structures qui ont des liens avec les écoles, plus ou moins. Parfois, c'est une fois, une demi-journée dans l'année. Je sais qu'à l'Office pour les insectes et leur environnement, où je suis vice-président, parfois on reçoit une classe qu'une demi-journée. On adorerait la recevoir toutes les semaines et la faire devenir complètement insectophile, fan d'insectes, mais bon voilà, c'est un peu compliqué pour les écoles de faire ça, et puis ça a un certain budget. Parfois c'est une semaine quand même, il y a des classes qui sont organisées comme ça. Et puis, on trouve des colonies de vacances un peu spécialisées en éducation à l'environnement, qui reçoivent donc sur le temps hors école des familles pendant une semaine ou des enfants qui font des choses proches de l'environnement. J'avais une question qui est un peu dans la continuité de la précédente question, mais qui est plus peut-être sur la réceptivité du monde scolaire et puis peut-être de l'enseignement supérieur à l'éducation aux sensibles. Et comment cette intelligence sensible, puisque dans tous les systèmes d'enseignement, il y a un peu une question presque d'évaluation de ce qu'on apprend. Et en plus, en tant que Français, je pense qu'on est quand même assez éloigné au départ de cette notion de sensible. Enfin, je pense qu'il y a peut-être des civilisations ou des endroits dans le monde qui sont beaucoup plus proches de ça. Enfin, est-ce qu'on est très très loin au départ en tant que Français dans notre vision de la connaissance et de l'éducation, ou est-ce qu'on s'en rapproche, et est-ce que le monde scolaire, l'enseignement supérieur ou de la science et de la connaissance s'ouvre à cette notion-là? Je vais commencer, puis après je te passe on est d'abord sensible à la culture humaine, donc on va être sensible à la littérature, on va être sensible à l'art, et en fait il y a une forme de hiérarchie dans les sorties scolaires où dans l'ensemble on va préférer une sortie
dans des structures humaines, un musée, dans le patrimoine culturel humain. Et donc la plupart des enseignants et des enseignantes encore, alors je parle plutôt dans les petites classes, après ça suit très fort le programme, mais disons maternelle, primaire, la plupart des enseignants vont d'abord aller faire une sortie, dépenser cet argent pour aller dans un musée ou faire une sortie autour des livres, etc. Et les professeurs qui vont mettre de l'argent dans la nature, voir les insectes ou voir les oiseaux, tout ça, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont beaucoup plus nombreux qu'avant quand même. Mais il y a vraiment une hiérarchie, y compris dans le budget. Elle dit on ne peut pas tout faire. Donc on a quand même, on s'intéresse d'abord à la culture humaine qu'à la culture non humaine. Donc il y a quand même une forme de hiérarchie. Et donc ils sont sensibles à d'autres choses qu'à l'environnement. Je peux peut-être te laisser répondre pour la dernière partie, ça serait la place du sensible dans l'éducation. Je pense que on a surtout théorisé les choses. Et elles sont de fait, le sensible il est partout puisque c'est une faculté humaine, mais maintenant avoir comme étendard l'approche sensible, non, on ne voit pas ça. Par contre, dans les sciences de l'éducation, on étudie l'apprentissage expérientiel, et il est bien établi que faire l'expérience n'est pas la connaître, ça s'apprend, et que pour apprendre de son expérience, on voit bien, on fait des erreurs, on les répète, ça veut bien dire qu'on n'apprend pas toujours des expériences, y compris des expériences de vie. Et donc, à un moment donné, apprendre du sensible, c'est utilisé aussi en psychologie. C'est questionner la subjectivité, mais en soi, il n'y a pas des programmes d'enseignement, des écoles du sensible, ça existe, mais dans d'autres milieux qui sont plutôt des approches du développement de la personne humaine, qui sont un peu différentes du développement spirituel, c'est plus proche du développement des potentialités humaines, de la personne humaine. C'est dommage. Mais après, il y a des enseignants qui se forment à ça et qui sont sensibilisés à ça et qui introduisent la méditation à l'école, mais c'est encore relativement rare. Pour développer les capacités d'attention, d'écoute, de compréhension, parce que, je veux dire, quand on n'écoute pas, on n'apprend pas. On n'entend pas, on ne discrimine pas, et parfois on s'acharne à noter à partir d'une intelligence logico-mathématique, alors qu'il y aurait aussi, pour certains enfants, un apprentissage par l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle. Et on voyait que dans l'expérience du grand secret du lien, ce qui a été un soutien pour les enfants, c'était vraiment la dynamique de groupe qu'on retrouve dans le film, où il y a quelque chose où dans un lieu de soi plus empathique, on est ouvert aux connaissances. Mais voilà, vous voyez, c'est presque... comment dire, c'est rare. C'est rare et c'est pas inclus dans des dynamiques d'enseignement. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est énorme, c'est énorme. La dynamique... alors, c'est sûr que dans l'histoire du colibri, chacun fait sa part, mais en même temps, à un moment donné, il y a une émulation, il y a une force du groupe et un soutien. Et ça, par contre, dans la recherche qu'on a menée, c'est sentir du soutien des uns et des autres, pouvoir affronter des défis parce qu'on était mis en confiance, soutenu et qu'on pouvait se dépasser. Ça a été un élément fort. Qui pourrait être plus utilisé, je pense, dans l'enseignement. Il y a une très belle expérience qui a été menée à Dax, et je crois qu'il n'y a pas que Dax, où la municipalité a confié à une classe pour, je crois, 3 ans, la gestion d'un morceau de forêt. Et donc, dans ce morceau de forêt, qui est un peu l'extension de leur classe, ils ont la chance de pouvoir avoir des cours à l'extérieur. Et effectivement, les enseignants et les élus et le directeur qui s'occupe de ce morceau de forêt ont constaté tous que l'attention était meilleure, que les enfants apprenaient plus facilement, qu'il y avait moins de problèmes entre eux, que le groupe se constituait de façon plus naturelle, qu'on était moins dans la compétition, qu'on était plus dans la coopération.
Et ils n'y vont, je dirais, qu'une fois tous les 10-15 jours. Mais c'est bien parce qu'ils vont y passer une journée presque. Et nous, on parle de ça, mais il y a des pays, au Québec, aux États-Unis ou en Australie, où la question ne se pose pas. Hein. Les enfants, ils ont plus de récréation dans la nature. On les voit utiliser des grandes scies alors qu'ils ont 3-4 ans. Et nous, on est très protectionnistes. Et presque la nature, ils vont prendre froid. Je veux dire, à un moment donné... Je pense que le premier enseignement qu'il y avait eu dans le Grand Secret du Lien, c'est on peut tout le temps sortir, il suffit de savoir se couvrir. Mais on peut affronter, il n'y a pas de climat qui soit insupportable et qui interdise de faire des choses dehors. Ça s'appelle comment ? Et c'est vrai qu'on est dans un environnement où les enfants qu'on avait emmenés, souvent ils disaient on sort quand il fait beau, quoi. On ne fait pas des sorties quand il pleut, on ne doit pas se salir, on ne doit pas se mettre en danger. Et je sais pas, les faire sortir la nuit, on les a fait faire des marches de nuit dans la forêt. Ça, ils n'avaient jamais fait ça. Voilà, même certains n'avaient jamais fait pipi dehors. C'était mignon. Et c'est une découverte expérientielle assez fantastique pour eux. Voilà, puis c'était pas interdit. Enfin, s'essuyer avec une feuille, bah oui, on va pas attraper des maladies. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des lectures à recommander aux parents ? Pardon ? Est-ce qu'il y a des lectures à recommander aux parents pour les aider à comprendre et à transmettre autrement ? Des lectures. Ben, ça foisonne de livres. Il y en a plus lesquels choisir, c'est plutôt ça. Je sais pas, 2-3 lectures où on se dit, bon ben voilà, quand on a un petit enfant à élever, ce serait bien de dire ça pour s'ouvrir l'esprit. Pour les parents. Pour les parents. Oula. Comme les méthodes éducatives, laquelle est la bonne ? Je parlais pas de méthode, je parlais vraiment d'un truc d'ouverture d'esprit qui permette de... J'ai à la fois trop de choses et rien qui me vient. Je sais pas trop. En plus, c'est souvent thématique. C'est soit les plantes, soit les. Vous parlez de quelque chose de plus philosophique ou. Ben, la hulotte, ça parle, c'est très naturaliste. Oui, donc du coup, est-ce que ça parle pas? Alors, il n'y a rien qui parle à tout le monde. La hulotte, bon, mais vous pensez à quoi, par exemple? Quelque chose qui va déclencher les parents ou oui, très qui pratique, déclencherait les parents, qui leur permettrait d'avoir moins peur que leurs enfants attrapent froid, moins peur qu'ils se piquent, moins peur qu'ils tombent, moins peur qu'ils se fassent mal, moins peur de la nature. On va passer une commande. Je vois, il y a un bouquin, là je l'ai plus je l'ai pas en tête, mais ça s'accumule. À mon avis, trop de choses, c'est toujours... ça parle rarement de tout. Parce que c'est vrai que dehors, il y a la météo, il y a les animaux, il y a les plantes, pour qu'on y va, il y a plein de choses. Donc c'est pas facile de trouver un ouvrage qui va plaire à tout le monde. Il y a des personnes qui sont sensibles à des romans aussi, d'autres qui sont sensibles à des documentaires, d'autres qui sont sensibles aux images, d'autres qui sont sensibles aux écrits. Donc... Parce qu'en fait, est-ce qu'on n'a pas peur tout simplement de la nature ? Un peu sous toutes ses formes, je dirais. Si, alors c'est pour ça que moi j'aime bien, j'ai fait un livre qui s'appelait « Au secours une bestiole, manuel anti-stress face aux bêtes qui nous embêtent ». Et en fait, c'est vrai qu'on en a peur pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui nous embêtent dans la nature. Voilà, mais ils sont moins nombreux que ceux qui ne nous embêtent pas. Mais on reste, et notre cerveau est un peu fait comme ça, on reste bloqué sur les trucs qui sont vraiment ennuyeux. Voilà, il y a des trucs qui ont tué des humains, des humaines jusque-là, qui étaient de la nature et qui sont pas chouettes. Et on reste un peu bloqué là-dessus. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Mais donc j'aime bien le fait de détendre un peu, parce que les peurs et les idées reçues bloquent beaucoup la démarche. Tout le monde croit encore que les araignées mordent ou piquent la nuit, quoi. Tout le monde croit encore que les moustiques sont attirés par la lumière. Tout le monde croit... Enfin, je sais pas, tous des trucs de base c'est toujours présent.
donc ça ne nous aide pas. Voilà. Donc il y a bien des choses qui nous embêtent dehors, oui, il y a quelques bêtes qui peuvent nous embêter, ou des maladies, mais elles ne sont pas très nombreuses. Mais notre cerveau est ainsi fait. C'est ce que montrent certains scientifiques, c'est qu'on on est un peu des descendants de peureux et de peureuses. Mais c'est pour ça qu'on aurait survécu. C'est-à-dire que ceux qui avaient peur de tout, finalement, ça a finalement servi. Et ceux qui avaient peur de rien, ont disparu. Donc on serait un peu peureux de base. Et du coup, on a peur un peu de tout. Les questions qu'on me pose quand on va dormir dehors la nuit, alors c'est quand même pas anodin d'aller dormir en pleine forêt, sans tente, la nuit, j'avoue que c'est quelque chose quand même, c'est vrai. Mais voilà, les questions qu'on me pose sont étonnantes. Donc il y a besoin de tout, de reconstruire pas mal de choses. Non, je voulais juste faire référence à un livre que je suis en train de lire de Pierre Bancel qui s'appelle Prix aux mots et qui est sur l'origine du langage dans le monde entier en fait et qui explique que les premiers mots sont des mots. Pourquoi le langage est né? Parce que c'était pour alerter sur l'existence de prédateurs dans l'environnement et la nature. Enfin, c'est intéressant par rapport aux peureux et aux peureuses qui sont nos ancêtres, mais c'est peut-être ça, en tout cas dans sa théorie, c'est peut-être ça qui a déclenché l'existence du langage. Ah oui. Ouais, donc ça, survivre, c'est un peu le lot de tous les êtres vivants. Ouais, et alors, nous, on était des proies à un moment. Ouais, mais des plus gros que nous, en fait, voilà, c'était une façon de s'avertir du risque d'un danger, en fait. Ouais. Et que les mots seraient venus donc et petit à petit, ce serait. Aux mots. Ouais, ouais. Alors moi j'avais une question sur le documentaire, en fait, sur le film, que je trouve très beau. C'est que ce qui est frappant, c'est qu'on parle de sensibilisation à la nature, mais ce qu'on voit, c'est que c'est la relation humaine qui se transforme, en fait, au cours de l'expérience. Et donc je voulais savoir déjà si ça vous a étonné, ou si c'était finalement quasi une évidence. Enfin, voilà, comment vous avez observé ça ? Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur le sujet, sur quelle éducation pour une transition écologique et sur cette approche dite sensible. Et sur les deux films précédents que j'avais faits, en fait, j'étais très focalisé un peu sur la relation humain-non humain. Et en fait, dans cette expérience, dans ce projet, j'ai été surpris par notamment le témoignage de l'astrophysicien Michel là, et j'ai réalisé combien l'importance de l'espace éducatif, de la qualité de l'espace éducatif est super important dans l'éducation, enfin même dans cette approche sensible, la qualité de l'espace éducatif qui permet à chacun d'être qui il est et d'être respecté tel qu'il est. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant ça. Je le savais un peu intuitivement, mais là, c'était tellement flagrant. Et cet espace, cette qualité de l'espace éducatif, il est vraiment favorisé dans la nature, au cœur des espaces naturels. Parce qu'au cœur des espaces naturels, les relations interhumaines, elles sont pas pareilles qu'ici, par exemple. Voilà. Mais oui, ça m'a étonné. C'est une découverte que j'ai faite. Ouais. C'est la qualité de l'espace éducatif qui est hyper importante. Ouais. Et comme le truc qui a été dit aussi par une des stagiaires et qui était assez aussi, qui avait son importance, c'est que en fait, il n'y avait plus tellement de barrières entre les apprenants et les profs. Et ça, c'était bien aussi. Et aussi la liberté de faire ou de ne pas faire. Voilà. Donc, qualité de l'espace éducatif, c'est hyper important à l'éducation. Et en France, on a du travail. Voilà. Pour manger un peu ce que tu proposais tout à l'heure, moi j'ai le sensible, on est
enfin l'éducation en France, à part dans les milieux alternatifs où il y a quand même, et puis il y a quand même des enseignants qui sont engagés, mais dans l'éducation nationale, on va dire, on est à la masse totale, quoi. On est obsolète, elle est obsolète cette éducation, mais totalement, quoi. Au Canada, au Luxembourg, en Suisse, tout ça, ils sont ouverts au sensible. Va parler du sensible dans une université de maths ou de physique, mais tu vas toucher un arbre. J'ai montré ce film-là dans des facs de sciences dures un peu, mais rien que le fait d'aller toucher un arbre, on est pris pour des perchés, quoi. Donc il y a un problème en France, il y a un gros problème en France sur l'éducation, quoi. Vraiment. On n'est pas du tout prêt à aller vers le sensible, mais pas du tout. Il y en a, mais ça reste quand même alternatif. Justement, je voulais poser une question par rapport à ça. Moi, enfin, ce qui m'intrigue pour l'instant, c'est justement comment on rentre en contact avec les gens dont parlait la personne qui était pas ici, qui parlait d'amnésie environnementale. Et aussi, j'étais intéressée par ce que vous disiez sur l'intériorité, enfin sur la protection de la nature intérieure. Et du coup, je me disais, moi, je viens de monter un petit module de sensibilisation à l'écologie que je voudrais aller faire, que je voudrais aller partager avec les élèves. J'habite dans le 93, j'habite en Seine-Saint-Denis. Et je me dis comment aller parler d'écologie aux enfants, aux ados qui sont totalement hors sol. Et j'ai l'impression que, alors, parce qu'il faut déjà avoir fait un chemin pour être dans le travail du sensible, et le gap il est tellement énorme que je pensais aussi que, par rapport à ce que vous disiez sur le langage, qu'il faut déjà aller leur en parler, parce que la majorité des enfants ne croiseront pas un instinct qui va les amener au contact de la nature. Et par exemple, j'ai l'impression qu'on va pouvoir évoluer dans la conscience écologique si on comprend le vivant, si on comprend l'interdépendance, et pas le contraire. Et du coup, je ne sais pas tout à fait quelle question je voulais vous poser, mais est-ce qu'il y a des... Comment aller justement parler du sensible dans un endroit où on ressent, comment réveiller l'appétence au sensible dans un endroit dans les endroits où il a été totalement absent, voilà. Et aussi comment on peut réveiller ça que par le langage, l'évocation des choses, et comment aussi on peut se charger, par exemple, aller au contact des arbres et puis après aller en parler juste aux enfants en créant je sais pas, voilà, comment on peut être relais pour les gens qui n'iront pas au contact de la nature, comment on peut leur relayer quelque chose, comment on peut recréer le contact. Alors c'est une question ou aussi une interrogation un peu plus générale. Moi je peux dire 2 mots après. Alors pour moi le plus important c'est d'aller dehors, quoi. Voilà. Et c'est pas la peine de leur parler de sensible, parce que aller leur faire toucher des arbres, aller leur faire marcher pieds nus, aller faire ce que le monsieur disait tout à l'heure par rapport à mon ami là, cet exercice-là, ça c'est du sensible sans le dire, mais on n'est pas obligé de le dire. Voilà. Le plus important c'est d'aller le faire, quoi. Voilà. Après, pour moi c'est au niveau des écoles que vous voudriez faire ça, au niveau des familles, au niveau de quoi? Des écoles ou des familles? Des écoles. Et vous êtes enseignante? Non, mais j'ai créé ce que avant je l'appelais une conférence théâtralisée, maintenant un récit, mais c'est sensibilisation à l'écologie, je veux un peu parler avec les ados de la situation, du changement du vivant, et puis aussi de quelles idées à mobiliser.
Alors moi je vous dirais, voilà, ma réponse serait ça. Moi je suis pas expert du sensible, j'ai donné la réponse, le micro à Hélène, mais pour moi ce qui est important c'est d'aller pratiquer le sensible, mais on n'est pas obligé de faire une conférence sur le sensible pour le pratiquer, quoi, voilà. Non, mais moi, ce que j'entends plutôt dans votre question, c'est comment on s'y prend pour rentrer dans une école, presque, et pouvoir donner ce genre de cours. Quel contact on prend avec qui? Et là, oui, c'est plus ça votre question, il me semble. C'est ça la question, j'ai pas entendu. Non, c'était aussi comment on peut partager le sensible avec des gens qui en sont très éloignés. Au niveau pratique. Au niveau pratique. Oui. Alors, non, c'est pas comment j'en parle. Surtout, c'est la pédagogie du sensible. Donc là, comment j'en parle, je vous ai expliqué de quoi c'est fait. Et après, la pédagogie du sensible, elle est basée sur l'éveil des sens. Mais ça, c'est pas ce que je fais le plus. Après, mes outils, c'est plutôt le toucher manuel, parce qu'en fait, l'éveil du sensible, on ne l'utilise pas juste pour l'éducation des enfants. Moi, je travaille aussi dans l'éducation thérapeutique du patient. Comment apprendre à ressentir les besoins de son corps, savoir comment prendre soin de soi pour développer l'empowerment, savoir quand est-ce que j'ai besoin d'aller voir un médecin, ou qu'est-ce que je peux prendre en charge tout seul quand je suis atteinte d'une maladie chronique, et comment je peux vivre avec une bonne qualité de vie malgré la maladie. Donc vous voyez des applications. Après, on peut... donc le toucher, ça va permettre d'éveiller la sensorialité corporelle, l'interoception, le tact interne, pour même pouvoir en psychothérapie par exemple décrire. Il y a des gens qui souffrent qu'on appelle d'alexithymie, ils sont pas capables de décrire les sensations qu'ils vivent. Vous voyez, une espèce alors c'est pas une amnésie, c'est absent. Je souffre, mais je ne sais pas décrire les sensations qui m'habitent. Donc vous voyez, donc il y a une éducation à la perception pour ensuite la décrire et prendre conscience du sens qu'a la perception que je vis. Voilà, la psychopédagogie, elle étudie le lien entre ces perceptions et puis la signification qu'ont les choses. Et même quand on parlait de mathématiques tout à l'heure, mais je veux dire, à un moment donné, l'eureka qu'on a de compréhension de quelque chose qu'on vous explique, il est organique. Il y a, d'ailleurs, si vous regardez, souvenez-vous de vos profs, vous vous souvenez pas des cours, vous vous souvenez d'un prof que vous avez aimé, d'une ambiance, de quelque chose de... Voilà, c'est des contenus, il y a des marqueurs internes, quoi. Donc on utilise le toucher, on utilise l'introspection, la méditation. Donc c'est la pleine conscience, c'est bien connu. Après, moi j'utilise plutôt la pleine présence, qui travaille beaucoup sur les perceptions. On perçoit avant de prendre conscience. Je ne développe pas. Et puis après, il y a l'entretien. Donc comment je mets en mots mon expérience. Et on voit que parfois les gens, c'est le problème qu'on a eu dans le grand secret du lien, c'est quand on faisait témoigner les enfants, ils disaient c'était génial. Hein. Et après, comme il n'y avait pas de questionnaire sur en quoi c'était génial, pourquoi c'était génial, à quel moment, qu'est-ce que tu as senti, et ben, les enfants ne faisaient pas le lien que ce qui était génial, c'était... alors même c'était une activité qui était géniale, faire de la montgolfière c'était génial, mais pourquoi c'était plus génial que d'observer une petite fourmi qui est en train de porter sur son dos plus lourd que sa propre taille, et qui est génial aussi pour moi. Vous voyez ? Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné c'est génial? Donc il y a la subjectivité, c'est vraiment un point de vue personnel, singulier, et qui traduit la diversité. Pourquoi il y en a un qui va préférer ce qui va vous paraître horrible pour les uns, pour les autres, les pucerons, les insectes, et qui vont préférer les chats, et voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de la subjectivité, et donc qui est personnel. Donc on va questionner à travers l'entretien verbal la signification de l'expérience perçue, vécue et conscientisée, et on va développer les différents éléments qu'on peut observer pour développer la capacité à donner du sens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut faire ça sans être dans la nature. La nature, c'est un outil.
Et quand on parlait de l'interaction, de l'esprit d'équipe, là, en fait, il y a une physiologie de la dynamique de groupe. Quelle est la part de la nature là-dedans? Et on peut faire ça aussi dans un groupe classe, quand on crée cette empathie, cette bienveillance, ces conditions d'écoute. Voilà. Et la nature, pour moi, c'est un système qui presque élargi, parce que c'est vaste. Ça permet de penser plus loin que dans un environnement fermé. Donc je pense qu'il y a un élément propre à la nature mais il faudrait étudier scientifiquement quelle est la part de la nature qui crée ça et quelle est la part juste de créer les conditions d'une bonne relation humaine avec un bon animateur qui crée le non-conflit ou qui sait calmer et qui sait garder ce climat de paix qui permet de rentrer en relation positive et humaine. Et la nature humaine, elle va physiologiquement vers un déploiement positif. Mais ça, c'est l'approche humaniste. Si vous êtes dans le milieu de la psychanalyse, vous penserez que l'homme a à l'intérieur de lui quelque chose qui construit à cette destruction et qu'il faut travailler ça pour... voilà. Donc, entre ce qui est, il y a ce qui est, il y a le réel, et il y a aussi ce qu'en fait notre esprit. Et c'est l'histoire de la caverne de Platon. Est-ce que c'est pas les sensations qui se trompent? C'est comment j'interprète les choses, et j'interprète les choses avec mon éducation, avec mes névroses, avec mon point de vue, et c'est pour ça que l'araignée, elle fait peur. Moi, je fais le cri qui tue quand je vois une araignée, et mon mari, il dit, quand j'entends le cri qui tue, je sais qu'elle a vu une araignée, et c'est idiot. Et dans le film Le Grand Secret du Lien, on faisait marcher des araignées sur des faucheux, là, c'est gentil comme tout, en fait. Voilà. Et moi aussi, je pensais qu'on était piqué par des araignées. Voilà, je pense aussi, il faut que je parle parce que je pense encore que les moustiques sont attirés par la lumière. Bon, donc il y a des connaissances à donner et on a peur de l'inconnu. Et donc à un moment donné, on a peur de l'inconnu, mais si on nous donne l'information, on va pouvoir vivre une expérience plus sécure. Et après, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc il faut faire l'expérience pour aller à la rencontre des choses. Et quand on les connaît mieux, eh ben on les appréhende mieux. Voilà. L'éducation, elle peut aider à ça. Donc il y a à la fois ce que j'ai à l'intérieur de moi, il y a à la fois comment on crée des conditions favorables à l'apprentissage. Et à la fois, je trouve qu'il y a le guidage pédagogique. L'animateur, il fait beaucoup aussi pour sécuriser, pour donner les informations qui sont captables à un moment. Parce qu'il y a des moments où on n'est pas prêt à entendre et il y a des moments où on va donner l'information, là, la personne va la capter. Donc le pédagogue, il doit saisir ça, donner l'information au bon moment, quand c'est utile, quand c'est captable et quand c'est dans les meilleures conditions pour être perçu par la personne. Donc on utilise techniquement pour nous la directivité informative. On ne laisse pas les gens perdus dans la forêt noire, on va les amener progressivement. On va être avec eux, on va leur donner les informations que ceci, là faut s'en méfier, là faut pas s'en méfier. Mais je crois que moi, ce qui me ferait plus peur dans la forêt noire, c'est les mauvaises rencontres que je pourrais faire et pas forcément des animaux, et pour le coup. Alors ça, comment? Ah oui. Ça, j'en parle justement c'est vrai qu'on a peur de ça, des humains, des humaines qui pourraient se balader. Mais en fait, en général, on s'éloigne juste un petit peu et à plus de 200 mètres d'une route, plus personne ne vient la nuit, jamais personne. Et puis les pervers qui veulent trouver des gens, ils vont pas dans la forêt, il n'y a personne. Et les faucheux ne sont pas des araignées, sont des arachnides, ok, mais ce ne sont pas des araignées. Complètement inoffensif. C'est ma vie. Et, mais ça me plaît, justement. S'approcher de l'école, il y a des structures qui sont agréées aussi, éducation nationale, donc voilà. Alors si c'est trop ésotérique ou trop... Bon, les structures sont frileuses, ou l'éducation nationale est frileuse. Mais comment on pourrait, je pourrais dire, il me reste 5 minutes, c'est baisser ses objectifs, avoir moins d'ambition, baisser, réduire ses ambitions. Parce que dès qu'on connaît un sujet,
toi le bois, on devient hyper compétent. Et on aurait envie que tout le monde soit hyper compétent, comme moi, des insectes, que tout le monde... Je sais pas, on n'est jamais hyper compétent d'un sujet, mais on voudrait que tout le monde soit à notre niveau comme ça tout de suite. Donc les premières, je vois les étudiants en éducation, l'environnement, animation nature, ils font des animations nature avec des objectifs, mais longs comme le bras, sauver la biodiversité, interagir... Mais je sais qu'aucun objectif ne sera atteint dans cette animation nature qui va durer 1 heure ou 1 heure et demie. Donc réduire la voilure. J'ai entendu dans le film une personne qui dit il faut changer radicalement. Qui change radicalement de quoi que ce soit? Personne. Nous-mêmes, on ne change pas radicalement. On est hyper long en changement. C'est vraiment, on est câblé comme ça. On a beaucoup de mal à changer. Alors, une des lectures que je pourrais vous conseiller, qui me revient, c'est Thierry Ripoll, R-I-P-O-2-L, qui a fait un livre donc c'est un scientifique, neurosociologue, désolé Thierry, mais qui a fait un livre sur pourquoi il explique comment notre cerveau n'arrive pas à protéger l'environnement. Donc, lui, c'est un spécialiste de cerveau et de nos comportements, et il a fait un chouette Thierry Ripoll. Il a fait des trucs sur les croyances, etc. Mais réduire la voilure, réduire nos ambitions, et on peut pas... et quand, par exemple, un groupe d'enfants ou urbains, très urbains, vous les faites venir dans la forêt, c'est ce que je raconte aux personnes qui font des animations, c'est que déjà le fait de sortir, de ne pas aller dans un stade de foot, ou de ne pas aller dans une résidence où tout est taillé, déjà aller dans une forêt où c'est pas forcément taillé, s'asseoir par terre, sortir du sentier, pique-niquer dehors, déjà rien que ça c'est un projet incroyable qui apporte des choses incroyables à des urbains. Vraiment. Et à la limite, s'ils savent distinguer un chêne, ça n'a aucune importance. Déjà, là, il s'est passé déjà plein de choses. Et on a répondu à plein d'objectifs déjà. Mais sauf que dans l'animation nature, ça va être reconnaître tous les arbres de la forêt, distinguer un chêne d'un peuplier. Et en fait, mais déjà, on oublie toute cette partie et on a souvent... et ça arrive à toutes les personnes qui étudient un sujet à fond la caisse, je reviens là-dessus, on aimerait que les gens soient à notre niveau, mais les gens, vous le savez, on change doucement et tout. Donc, réduire la voilure, proposer des choses simples, des objectifs simples. J'aime bien une sortie nature sur les oiseaux où on va s'intéresser qu'à une espèce, par exemple. Voilà, parce que vous faites une sortie nature avec des ornithologues, ils vont vous donner des noms latins, des noms d'oiseaux, de tous les oiseaux que vous allez rencontrer, tout ça. À la fin, on vous fait un questionnaire déjà, vous allez retenir entre 10 et 30%. Et 10 jours après, alors au fait, on n'a rien retenu. Bon, on est allé dehors, on s'est intéressé aux oiseaux, c'est déjà bien. Mais on pourrait faire une sortie que sur les merles, par exemple. Voilà, on s'intéresse pas. Et puis quand on voit passer autre chose, c'est quoi ça, je sais pas. Et d'ailleurs, je le fais avec les insectes. Je ne donne plus de nom. Je fais des sorties nature où je donne plus le nom parce que je sais que je vais le donner le nom. Ben voilà, déjà la rencontre va s'arrêter là. On croit le connaître juste parce qu'on a un nom d'espèce ou. Et ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est de les rencontrer, puis surtout, ils vont oublier. Et puis aussi, ne pas oublier que, par exemple, quand on fait une sortie nature, le public ne va pas aller travailler dans un muséum d'histoire naturelle. Donc, c'est pas la peine de le rendre taxonomique. Il s'en fiche de connaître les espèces. C'est pas intéressant. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie de ça? Ce qui est plus sympa, c'est qu'il ait rencontré un autre, un non-humain, voilà, comment s'est passée cette rencontre, qu'est-ce que tu en as pensé, voilà, et ça peut suffire. Donc réduire les objectifs qui sont, voilà, on adorerait que tout le monde soit dans le sensible demain et à fond dans la bienveillance et la compassion vis-à-vis de tous ces non-humains, mais ça prend du temps. Et pour terminer sur une note positive, j'ai commencé dans les années 90 l'éducation à l'environnement. J'ai jamais cru que tout ce qui arrive aujourd'hui arrive, et donc les choses changent lentement, plus lentement qu'on ne l'aimerait, parfois individuellement, mais les choses changent quand même, et ça avance doucement, mais il me semble sûrement. Ok, on va... Bon, on va remercier l'Académie du Climat de nous avoir reçus.
On va remercier les JNE d'avoir organisé cette soirée. Et les prochains jeudis de l'écologie se tiennent donc le mois prochain et ce sera avec l'Institut Momentum.